mon oncle riche m'a adopté après que mes parents aient dit que je ruinais leur mariage. 15 ans plus tard, ma mère s'est présentée à la lecture du testament en exigeant la moitié de mes millions, alors je l'ai interrompue, et ce que j'ai dit l'a fait sortir de la pièce en courant. Je suis Olivia et j'ai 12 ans. Ma mère vient de me dire que j'interférais avec leur mariage alors qu'elle emballait toute ma vie dans 2 valises. Chaque livre, chaque vêtement, chaque souvenir d'enfance, tout entassé comme si j'étais effacé de cette maison pour toujours. Chérie, ce n'est que temporaire, dit-elle sans me regarder, pliant ma robe préférée avec le même soin qu'elle donnerait à du linge sale. Mais je peux voir le soulagement dans ses yeux, la façon dont ses épaules se détendent à mesure que chaque article disparaît dans le sac. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement jetable pour les personnes censées vous aimer le plus. Vous voudrez absolument rester pour ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener à la façon dont nous en sommes arrivés là, car croyez-moi, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mes parents sont ce que l'on appelle généreusement des artistes. Papa joue de la guitare dans un groupe qui est sur le point de percer depuis environ 8 ans maintenant. Et maman se considère comme une actrice, bien que les seuls rôles qu'elle ait décrochés soient des productions de théâtre communautaire et une publicité pour un magasin de matelas local qui a été diffusé exactement 3 fois. Ils sont toujours en train de s'exercer, de créer, d'avoir besoin d'un silence absolu pour leur art, ce qui signifie que je passe la plupart de mon temps dans ma chambre, porte fermée, entouré de manuels scolaires et de devoirs. Non pas que je me plaigne. Les livres sont devenus mes meilleurs amis pendant que d'autres enfants regardent la télévision avec leur famille. Je me plonge dans les équations mathématiques et les chronologies historiques. Tout ce qui a un sens quand tout le reste de ma vie semble chaotique. Olivia, ma chérie, nous avons besoin de calme pour la répétition. Maman appelle d'en bas. La même phrase que j'ai entendue tous les jours après l'école au cours des 3 dernières années. Le groupe de papa répète à nouveau dans le garage, et maman doit répéter ses répliques pour la petite production de sa ville où elle auditionne la semaine prochaine. Je ne me donne pas la peine de répondre. Je sors juste mes devoirs d'algèbre et me perds dans des problèmes qui ont réellement des solutions. Contrairement au problème d'avoir des parents qui voient leur fille comme un inconvénient, l'ironie ne m'échappe pas d'avoir les meilleures notes de ma classe tout en vivant dans une maison où la réussite scolaire est aussi célébrée qu'un traitement de canal. Le mois dernier, j'ai gagné la foire scientifique de l'école avec un projet sur les sources d'énergie renouvelables. Vous savez ce que mes parents ont dit? C'est bien, ma chérie. Maintenant, pourrais-tu faire moins de bruit? Nous essayons de travailler sur les harmonies. Mais voici la chose à propos d'avoir 12 ans et de s'élever essentiellement soi-même. On devient très bon pour lire les gens. Et dernièrement, j'ai lu des signaux assez inquiétants. Des conversations téléphoniques chuchotées qui s'arrêtent quand j'entre dans la pièce. Des brochures de festivals de musique européens éparpillées sur le bureau de papa. Maman répétant des monologues avec des accents britanniques. Quelque chose de grand se prépare. Et j'ai le sentiment désagréable que cela ne m'inclut pas dans leur grand plan. La bombe est tombée un mardi matin alors que je mangeais mes céréales et révisais mes notes d'histoire. Papa est entré dans la cuisine avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une excitation pure et sans phare, mêlée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la culpabilité. « Olivia, ma chérie, il faut qu'on parle » a dit maman, glissant sur la chaise en face de moi. Elle était déjà habillée et maquillée, ce qui était inhabituel à 7 heures du matin. « Ton père a une nouvelle incroyable. » Le sourire de papa aurait pu alimenter la moitié de la ville. La maison de disques veut que nous fassions une tournée en Europe. 6 mois, peut-être plus si ça se passe bien. Ça pourrait être tout ce pourquoi nous avons travaillé. J'ai arrêté de mâcher. L'Europe. 6 mois. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté écœurante. C'est super, papa, dis-je avec précaution. Parce que j'avais appris très tôt que l'enthousiasme était attendu, même quand mon monde s'écroulait. Quand partez-vous? C'est ça le truc, a coupé maman, sa voix prenant ce ton artificiellement joyeux qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai aussi des opportunités d'audition là-bas. Des compagnies de théâtre, du travail cinématographique. C'est une chance pour nous deux de vraiment nous établir à l'international. J'ai hoché la tête lentement, ma cuillère suspendue au-dessus de mon bol de céréales. Et moi? La pause était tout ce dont j'avais besoin de savoir. Ils en avaient longuement discuté, avaient probablement veillé tard, pesant leurs options,
et d'une manière ou d'une autre, leur fille de 12 ans s'était retrouvée dans la colonne des obstacles à surmonter plutôt que dans celle de la famille à protéger. Eh bien, papa s'est raclé la gorge. Nous pensons qu'il serait préférable que tu restes avec l'oncle Richard pendant un certain temps, juste le temps que nous nous installions et que nous puissions organiser des choses. L'oncle Richard, le frère aîné de papa, qui vivait dans le beau quartier de la ville avec sa femme Sarah. Je les avais rencontrés peut-être 5 fois dans toute ma vie, généralement à Noël ou lors de barbecue du 4 juillet, où ils avaient des conversations polies et me donnaient des livres en cadeau. Combien de temps et un certain temps, ai-je demandé, même si j'étais presque sûr de déjà savoir. Maman a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Oh, ma chérie, probablement juste quelques mois. Si les choses ne se passent pas bien là-bas, nous serons de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Mais elle était déjà en train de faire ses valises mentalement. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce n'était pas un voyage d'affaires ou une courte aventure. C'était un plan d'évasion en préparation depuis des mois. Et j'étais l'encre qu'ils étaient enfin en train de larguer. L'oncle Richard a déjà dit oui. Nous lui avons parlé hier soir. Papa a admis. Lui et Sarah sont ravis de t'accueillir. Ils ont toujours voulu des enfants, tu sais, n'est-ce pas? Parce que j'étais si oubliable qu'ils avaient discuté de tout mon avenir sans m'inclure dans la conversation. J'avais 12 ans, pas 2. J'avais des opinions, des sentiments, une vie entière qu'ils perturbaient. Mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance face à leurs aspirations artistiques. Je vais devoir faire mes valises, dis-je doucement, me levant de table. Oh, ma chérie. La voix de maman était douce avec ce qu'elle pensait probablement être de la compassion. Nous avons déjà commencé à rassembler tes affaires. Nous savons que c'est difficile, mais considère cela comme une aventure. Une aventure. C'est ce qu'ils appelaient le démantèlement systématique de la seule vie que j'ai jamais connue. La maison de l'oncle Richard ressemble à quelque chose d'un magazine. Que des lignes épurées et des pelouses parfaitement entretenues. Sarah ouvre la porte avec un sourire si chaleureux que j'oublie presque que je suis là parce que mes parents m'ont essentiellement donné à une œuvre de charité. Olivia, nous sommes tellement ravis de t'accueillir, dit-elle. Et la chose folle, c'est qu'elle semble vraiment le penser. Viens, laisse-moi te montrer ta chambre. Ta chambre? Pas la chambre d'amis. Pas là où tu dormiras temporairement. Ta chambre. C'est une petite distinction, mais après avoir été traité comme une invitée dans ma propre maison pendant des années, ça frappe différemment. La chambre est peinte d'une douce couleur lavande. Pas ma couleur préférée, mais infiniment meilleure que les murs beiges que j'avais fixés pendant les 12 dernières années. Il y a un bureau près de la fenêtre, des étagères vides attendant d'être remplies, et un lit avec une couette qui semble avoir été réellement choisie pour une fille de 12 ans plutôt que prise sur n'importe quel rayon de liquidation pratique. Nous n'étions pas sur des couleurs que tu aimais, dit Sarah, se frottant nerveusement les mains. Mais nous pouvons repeindre si tu veux quelque chose de différent, et nous pouvons aller faire du shopping pour des décorations ce week-end si tu le souhaites. Je pose ma valise sur le lit et regarde autour de moi. Dans mon ancienne maison, demander de repeindre ma chambre aurait été accueilli par des sermons sur l'argent et la praticité. Ici, c'est offert comme une évidence. C'est parfait, lui dis-je. Honnêtement, merci. Les premières semaines sont une période d'adaptation qui ressemble à apprendre à vivre dans un monde entièrement différent. L'oncle Richard et Sarah dînent ensemble tous les soirs à 18h précises. Ils me demandent comment s'est passée ma journée et écoutent réellement les réponses. Quand je mentionne un concept mathématique difficile, Richard passe 1 heure à m'aider à résoudre des problèmes pratiques. Quand Sarah découvre que j'aime lire, elle m'emmène à la librairie et me dit de choisir ce que je veux. Mais mes parents me manquent toujours, même si je ne devrais probablement pas. Même s'ils n'ont appelé que 2 fois en 3 semaines, et que les 2 conversations ont duré moins de 5 minutes. Comment te sens-tu, ma chérie, demande maman lors du 2e appel. Et j'entends de la musique et des rires en arrière-plan. Bien, je lui dis. L'oncle Richard et Sarah sont vraiment gentils. J'aime ma nouvelle école. C'est merveilleux. Je suis si heureuse que tu sois heureuse. Écoute, nous sommes à Londres en ce moment et les choses se passent mieux que prévu. Le groupe de papa a été invité à enregistrer des démos et j'ai un rappel pour une série dramatique d'époque. C'est super, maman. Quand penses-tu que vous serez de retour? Une pause. Eh bien, c'est difficile à dire pour l'instant. Ces opportunités ne se présentent pas très souvent, tu sais.
Mais tu nous manques terriblement. Vraiment? J'ai envie de demander. Parce que si vous me manquiez terriblement, ne voudriez-vous pas rentrer à la maison? N'auriez-vous pas appelé plus de 2 fois en près d'un mois? Vous me manquez aussi, dis-je à la place. Parce que c'est ce qu'elle veut entendre. Bien. Maintenant, sois sage avec ton oncle et ta tante. D'accord, on se parle bientôt. Bientôt se transforme en 2 autres semaines. Encore une. Les appels deviennent sporadiques, toujours brefs, toujours remplis d'actualités excitantes sur leur aventure européenne et de vagues promesses concernant leurs projets futurs. Je commence à comprendre que je ne suis pas temporairement gêné par leur absence. Je suis définitivement remplacé par leur nouvelle vie. Le printemps arrive avec une promesse inattendue qui change tout. Maman appelle un samedi matin et pour la première fois depuis des mois, elle parle comme la mère dont je me souviens quand j'étais plus jeune. Chérie, j'ai la nouvelle la plus merveilleuse, dit-elle, sa voix pétillante d'excitation. Nous serons de retour pour ton 13e anniversaire. Je ne le manquerai pour rien au monde. Mon cœur fait ce petit bond ridicule. Le genre qui vous fait réaliser que vous reteniez votre souffle depuis des mois sans le savoir. Vraiment? Vous rentrez à la maison. Bien sûr. Mon bébé a 13 ans. C'est une grande étape. Nous fêterons cela comme il se doit. Attends un peu. Pour la première fois depuis que j'ai emménagé avec l'oncle Richard et Sarah. J'ai l'impression que toute cette situation n'est peut-être pas permanente. Peut-être que mes parents me manquent. Peut-être qu'ils ont réalisé que leur carrière ne valait pas la peine de perdre leur fille. Quand je demande, comptant déjà mentalement les jours. Mon anniversaire est encore dans 4 mois. Mais soudain, je peux l'imaginer parfaitement. Maman faisant mon gâteau au chocolat préféré. Papa jouant de la guitare pendant que nous chantons. Nous 3 ensemble à nouveau comme une vraie famille. Le 15 avril, exactement comme nous l'avions prévu. Je l'ai déjà marqué sur le calendrier. Je raccroche le téléphone avec plus d'espoir que je n'en avais eu depuis le début de ce cauchemar. Sarah me trouve dans ma chambre plus tard cet après-midi-là, fixant mon calendrier mural avec un grand cercle rouge autour du 15 avril. Tes parents ont appelé, demande-t-elle doucement. Ils reviennent pour mon anniversaire, lui dis-je, incapable de masquer l'excitation dans ma voix. Maman a promis. L'expression de Sarah est soigneusement neutre. C'est merveilleux, ma chérie. Comment aimerais-tu fêter ça? Pour la première fois depuis que je vis ici, je me permets de rêver en grand. Pourrions-nous organiser une fête avec des amis de l'école? Je n'ai jamais eu de vraie fête d'anniversaire auparavant. Bien sûr, dit Sarah immédiatement. Nous la rendrons parfaite. Fête dans le jardin avec des décorations, des jeux, tout ce que tu veux. Les 4 mois suivants passent dans un tourbillon de planification et d'anticipation. Sarah et moi concevons les invitations, planifions un menu et créons des décorations. J'invite tous les amis que je me suis fait dans ma nouvelle école, les 8 d'entre eux, ce qui me semble une amélioration massive par rapport aux 0 amis que j'avais dans mon ancienne école où j'étais trop occupé à étudier pour socialiser. Richard m'aide à accrocher des guirlandes lumineuses dans le jardin et installe un système de sonorisation pour la musique. Ils mettent plus d'efforts dans cette fête que mes parents n'en ont jamais mis dans, eh bien, quoi que ce soit qui me concerne. 2 semaines avant mon anniversaire, j'appelle maman pour confirmer les plans. Maman, je devrais dire à l'oncle Richard et Sarah à quelle heure vous serez là? Sarah veut synchroniser le gâteau avec votre arrivée. Encore une pause. Plus longue cette fois. Oh, ma chérie. À propos de ça. Les choses sont un peu compliquées en ce moment. Le groupe de papa a l'opportunité de faire la première partie d'un grand groupe et les dates entrent en conflit avec le week-end de ton anniversaire. Mon estomac se contracte, mais je force ma voix à rester stable. Donc, vous viendrez après. Eh bien, nous essayons de trouver une solution. Tu comprends à quel point c'est important pour nous, n'est-ce pas? Cela pourrait tout changer. Je comprends que le 13e anniversaire de ta fille importe moins que de faire la première partie d'un groupe dont je n'ai jamais entendu parler, je pense. Mais je ne dis rien. Bien sûr, maman. Je comprends. Tu es une fille si mature, Olivia. Nous t'avons élevée, n'est-ce pas? Non, j'ai envie de lui dire. L'oncle Richard et Sarah m'élèvent, n'est-ce pas? Vous m'avez abandonné pour vos rêves et avez laissé d'autres personnes gérer les aspects compliqués d'avoir un enfant. Mais je dis juste, merci, maman.
parce que puis-je dire d'autre? Le 15 avril arrive avec un temps parfait, ensoleillé mais pas trop chaud, avec une douce brise qui fait danser les décorations du jardin comme si elles fêtaient, elles aussi. À 14 heures, tous mes 8 amis sont arrivés avec leurs parents qui ont apporté des cadeaux attentionnés et des sourires sincères. Je continue de vérifier mon téléphone, attendant l'appel ou le SMS qui me dira que mes parents ont atterri, qu'ils sont en route, qu'ils ont tenu leurs promesses. Sarah me remarque en train de jeter un coup d'œil vers l'allée toutes les quelques minutes et serre doucement mon épaule. Ils seront là, dit-elle tranquillement, bien que je puisse voir le doute dans ses yeux. À 16 heures, nous avons joué à tous les jeux, mangé la plupart de la nourriture, et mes amis commencent à demander quand mes parents arriveront. Je trouve des excuses. Le trafic, les vols retardés, les complications de travail. Les mensonges viennent facilement maintenant. Probablement parce que je me les suis racontés toute la journée. Devrions-nous attendre pour chanter joyeux anniversaire, demande Jessica, ma meilleure amie de l'école. Je regarde le magnifique gâteau que Sarah et moi avons fait ensemble. 3 couches avec un glaçage à la fraise et 13 bougies soigneusement placées. Je pense à tous les anniversaires avant celui-ci où mes parents se sont à peine souvenus de la date jusqu'à la dernière minute, où la célébration signifiait un gâteau de supermarché et une chanson précipitée entre leur répétition et leur réunion. Non, dis-je fermement. Faisons-le maintenant. La chanson est forte et joyeuse et complètement imparfaite. Et c'est le meilleur chant d'anniversaire que j'ai jamais entendu. Quand je souffle les bougies, je ne souhaite pas que mes parents se présentent. Au lieu de cela, je souhaite avoir la force de cesser de les attendre. La fête se termine à 18 heures avec des câlins et des promesses de se revoir bientôt. Les parents de mes amis me disent à quel point ils ont passé un bon moment, à quel point je suis mature et gracieuse, à quel point l'oncle Richard et Sarah ont de la chance de m'avoir chez eux, pas vivre avec eux, pas être élevé par eux. Juste chez eux parce que tout le monde pense encore que c'est temporaire. À 20 heures, j'aide Sarah à nettoyer le jardin quand mon téléphone sonne enfin. Le nom de maman clignote à l'écran et pendant une fraction de seconde mon cœur bondit à nouveau. Peut-être sont-ils là. Peut-être arriveront-ils encore. Joyeux anniversaire, ma chérie. La voix de maman est lointaine, statique. Je suis tellement désolé que nous ayons manqué ta fête. L'emploi du temps est devenu complètement fou et nous n'avons pas pu nous échapper. Je m'assois lourdement sur le banc de jardin, entouré de ballons dégonflés et d'assiettes vides. C'est bon, maman. Raconte-moi tout. Tu t'es amusée. Sarah a pris des photos. Elle veut que je la fasse se sentir mieux de ne pas avoir été là pour mon anniversaire. Elle veut que je l'absolve de sa culpabilité en décrivant à quel point c'était merveilleux sans eux. Ouais, c'était super, dis-je d'une voix neutre. Vraiment super. Je suis si contente. Nous te le rendrons. Je te le promets. Peut-être à Noël ou pour ton 14e anniversaire, c'est sûr. Plus de promesses. Plus de peut-être et de probablement et de nous ferons. J'étais fatigué de vivre au conditionnel de l'affection de mes parents. Maman, dis-je doucement. Depuis combien de temps n'as-tu pas appelé? Oh, ma chérie. Tu sais à quel point nous avons été occupés. Le temps passe si vite quand on travaille si dur. Mais nous pensons à toi tous les jours. 6 semaines. 6 semaines depuis le dernier appel, et je ne le sais que parce que je l'ai noté dans mon journal, comme une pathétique comptable de la négligence parentale. Je dois y aller, je lui dis. Sarah a préparé un dîner spécial pour mon anniversaire. Bien sûr. Transmets notre amour à Richard et Sarah. Ils font un travail merveilleux avec toi. Ils ne font pas un travail avec moi. Ils sont ma famille. Il y a une différence. Bien qu'apparemment mes parents soient trop égocentriques pour la comprendre. Après avoir raccroché, je reste assise dans le jardin pendant longtemps, regardant le coucher de soleil derrière les rosiers soigneusement entretenus de l'oncle Richard. Sarah sort finalement et s'assied à côté de moi, ne disant rien, juste présente d'une manière que mes parents n'ont jamais appris à faire. Ils ne reviendront pas, dis-je finalement. Ce n'est pas une question. Sarah reste silencieuse un instant. Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais que Richard et moi adorons t'avoir ici aussi longtemps que tu veux rester. Aussi longtemps que tu veux rester. Pas jusqu'à ce que tes parents se reprennent. Pas jusqu'à ce que cet arrangement temporaire prenne fin. Aussi longtemps que je veux rester. Cette nuit-là, je prends une décision qui va tout changer.
Je cesse de vérifier mon téléphone constamment. Je cesse de trouver des excuses pour mes parents à mes amis. Je cesse de planifier ma vie autour de leurs promesses. Plus important encore, je cesse de les appeler maman et papa. 2 ans passent et je n'ai pas initié un seul appel téléphonique à mes parents. C'est libérateur d'une manière inattendue, comme si je déposais enfin un poids dont je n'avais pas réalisé que je le portais. Ils appellent occasionnellement, principalement pendant les fêtes, et toujours avec des histoires dramatiques d'échecs de peu et de quasi-percées qui ne se matérialisent jamais vraiment en succès réel. J'ai 15 ans maintenant, et ma vie avec l'oncle Richard et Sarah s'est installée dans quelque chose qui ressemble remarquablement à la normalité. Je suis vice-présidente du conseil étudiant, capitaine de l'équipe de décathlon académique, et j'ai un travail d'été où j'enseigne à des enfants plus jeunes au centre communautaire. Aucune de ces réalisations ne s'est produite par hasard. Elles sont le résultat d'avoir des adultes dans ma vie qui prêtent réellement attention à ce que je fais. Mais cette stabilité est sur le point d'être mise à l'épreuve de la pire façon possible. Sarah est fatiguée ces derniers temps, plus fatiguée que d'habitude. Elle va à des rendez-vous chez le médecin dont elle ne parle pas beaucoup, et je la surprends, elle et l'oncle Richard, à avoir des conversations chuchotées qui s'arrêtent quand j'entre dans la pièce. La peur familière s'installe dans mon estomac. Je sais à quoi cela ressemble quand les adultes me cachent quelque chose de grave. La nouvelle tombe un jeudi soir de novembre. Sarah m'appelle dans le salon où elle et l'oncle Richard sont assis ensemble sur le canapé, se tenant la main. Son visage est pâle mais déterminé et je sais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit que notre monde soigneusement construit est sur le point de changer. Chérie, il faut que je te dise quelque chose, commence-t-elle, sa voix plus stable que je ne l'avais imaginé. Les médecins ont trouvé quelque chose. Un cancer, mais il est traitable et j'ai une excellente équipe médicale et nous allons combattre cette chose. Cancer. Le mot tombe comme un coup physique même si une partie de moi s'y était préparée. Sarah, qui m'a appris à faire des biscuits et à écouter les drames de mes amis et m'a aidé avec mes dissertations de candidature à l'université, a un cancer. Quel genre, je demande parce que c'est ce qu'on est censé demander, même si je ne veux pas vraiment connaître la réponse. Ovarien, stade 3. Le traitement sera agressif, mais mes raclements de gorge médecins sont optimistes. Stade 3, traitement agressif. Euphémismes médicaux optimistes qui ne cachent pas tout à fait la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés. Au cours des mois suivants, je regarde la femme la plus forte que je connaisse se transformer en quelqu'un que je reconnais à peine. La chimiothérapie lui vole ses cheveux, son énergie, son rire facile. Mais elle ne touche pas son esprit d'une manière ou d'une autre. Même quand elle est trop faible pour sortir du lit, elle me demande mes notes, mes projets universitaires, ma vie sociale. Je deviens sa principale aide-soignante lorsque l'oncle Richard est au travail, apprenant à gérer les médicaments et les rendez-vous chez le médecin, et les 1000 petites indignités qui accompagnent une maladie grave. Ce n'est rien de ce à quoi j'avais imaginé mes 15 ans ressembleraient, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne me semble pas un fardeau. Prendre soin de Sarah me semble la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Elle décède un mardi matin de mars. L'oncle Richard lui tenant une main et moi l'autre. Ces derniers mots sont sur la fierté qu'elle éprouve pour la jeune femme que je suis devenue et sur l'amour qu'elle nous porte à tous les deux. Les funérailles sont plus importantes que je ne l'avais imaginé. Sarah avait des amis de son club de lecture, de son bénévolat, de ses cours de yoga, des gens dont elle a touché la vie d'une manière que je découvre seulement maintenant. Mes parents ne viennent pas. Ils envoient des fleurs et une carte disant qu'ils pensent à nous en cette période difficile, comme si nous étions de lointaines connaissances plutôt que de la famille. Dans les semaines qui suivent la mort de Sarah, l'oncle Richard et moi traversons le deuil ensemble d'une manière qui semble à la fois dévastatrice et étonnamment intime. Nous dînons parfois en silence, tous deux perdus dans nos souvenirs. Il m'apprend à gérer les finances du ménage et les portefeuilles d'investissement, non pas parce qu'il essaie de me charger de responsabilités d'adulte, mais parce qu'il veut que je sois préparé à la vie d'une manière qu'il n'a jamais été à mon âge. Tes parents, dit-il un soir alors que nous organisons les livres de Sarah pour les donner à la bibliothèque. Ils t'aiment à leur manière. Mais l'amour ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas d'un engagement. C'est la critique la plus proche de son frère que je lui ai jamais entendue. Et ça signifie tout. Toi et Sarah vous êtes engagés envers moi, je lui dis. Même quand vous n'aviez pas à le faire. Nous n'avions pas à le faire, il est d'accord. Nous voulions le faire. C'est ce que signifie la famille, Olivia, vouloir, pas devoir. Je pense à cette conversation pendant des mois après,
car elle cristallise quelque chose que je ressentais mais que je ne pouvais pas articuler. Mes parents biologiques m'ont donné la vie, mais l'oncle Richard et Sarah m'ont donné une famille. Il y a une profonde différence entre les deux, et je commence seulement à comprendre à quel point cette dernière est rare et précieuse. La vie après la mort de Sarah s'installe dans un nouveau rythme, un rythme qui tourne autour de l'oncle Richard et moi, cherchant comment être une famille à deux. Il se consacre à m'enseigner tout ce que Sarah aurait voulu que je sache et bien plus encore qu'elle n'aurait probablement pas pensé à inclure. L'argent, dit-il un samedi matin autour d'un café, étalant des documents financiers sur la table de la salle à manger, ce n'est pas de l'avoir, c'est de le comprendre. J'ai 16 ans maintenant, et tandis que mes amis s'inquiètent des dates de bal de promo et des candidatures à l'université, j'apprends l'intérêt composé, les portefeuilles d'investissement et la différence entre les actifs et les passifs. Certaines personnes pourraient appeler cela une façon inhabituelle de passer les week-ends, mais honnêtement, après des années à regarder mes parents prendre chaque décision en fonction de ce qui semblait le plus excitant sur le moment. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à comprendre comment fonctionne réellement la sécurité financière. Tes parents, dit l'oncle Richard avec prudence, car il est toujours prudent quand il les mentionne. Il voit l'argent comme quelque chose qui va et vient, comme la météo, mais la richesse se construit lentement, délibérément, au fil du temps. Il me montre ses comptes d'investissement, explique comment il a transformé un salaire modeste en quelque chose de substantiel grâce à la patience et à des choix intelligents. Plus important encore, il explique pourquoi cela compte, non pas pour le luxe ou le statut, mais pour la liberté. La liberté du désespoir. La liberté de faire des choix basés sur des principes plutôt que sur la panique. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous apprenez quelque chose de nouveau sur la famille et l'argent aujourd'hui. La chose la plus précieuse que je puisse t'enseigner, continue-t-il, ce n'est pas du tout l'argent. C'est la loyauté. La vraie loyauté, pas le genre factice dont les gens parlent. Il me parle de mes grands-parents, ses parents et ceux de mon père, qui vivent à environ 1 heure de là dans une communauté de retraités. Je les ai rencontrés exactement 3 fois dans toute ma vie, toujours à l'insistance de l'oncle Richard et toujours malgré les objections de mon père. Ton père ne leur rend pas souvent visite, dit l'oncle Richard diplomatiquement. Il dit qu'ils sont trop critiques, trop vieux jeu. Mais la vérité est qu'il lui rappelle des responsabilités qu'il préfère ignorer. Le week-end suivant, nous allons les voir. Grand-mère Hélène et grand-père Franck vivent dans un petit appartement impeccable, rempli de photos, principalement de l'oncle Richard à diverses étapes de sa vie avec quelques photos de famille maladroites qui incluent mon père. Je remarque immédiatement qu'il n'y a pas de photos récentes de mes parents et certainement aucune de moi. Olivia. Grand-mère Hélène me serre dans une étreinte qui sent la vanille et le vieux parfum. Regarde comme tu as grandi. Richard nous envoie des photos, mais te voir en personne, tu es si belle, ma chérie. Richard leur envoie des photos. Je jette un coup d'œil à mon oncle, qui hausse modestement les épaules. Apparemment, il tenait mes grands-parents informés de ma vie pendant que mes vrais parents ne se souciaient pas de maintenir le moindre contact. Ton oncle nous dit que tu réussis merveilleusement à l'école, dit grand-père Franck, s'installant dans son fauteuil inclinable. Capitaine du décathlon académique, c'est bien ça? Ils savent pour le décathlon académique. Ils connaissent mes notes, mon travail d'été, probablement aussi mes projets universitaires. Ces gens que je connais à peine ont suivi ma vie de plus près que mes propres parents. Richard a aussi mentionné que tu t'occupais de lui depuis le décès de Sarah, dit grand-mère Hélène, sa voix douce. Cela montre un vrai caractère, ma chérie. De vraies valeurs familiales. Valeurs familiales. Cette phrase revient. Mais venant d'elle, cela ne sonne pas comme une rhétorique vide. Cela sonne comme quelque chose gagné par l'action plutôt que promis par des mots. Nous passons l'après-midi à regarder des albums photos et à écouter des histoires sur l'enfance de mon père. Des histoires qui révèlent un schéma d'égoïsme et d'irresponsabilité qui, apparemment, remonte à des décennies. L'oncle Richard a toujours été le responsable. Celui qui appelait pour les anniversaires et se présentait pour les fêtes, tandis que mon père courait toujours après un rêve juste hors de portée. Nous n'avons pas eu de nouvelles de tes parents depuis près de 2 ans, admet grand-père Franck tranquillement lorsque l'oncle Richard sort pour prendre un appel téléphonique. Nous envoyons des cartes de Noël à l'adresse que Richard nous donne, mais ils ne répondent jamais. 2 ans. Mes grands-parents ont été fonctionnellement abandonnés par leur fils, tout comme moi. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, apparemment. Je suis désolé, je leur dis.
bien que je ne sache pas pourquoi je m'excuse du comportement de mes parents. Ne t'excuse pas pour eux, dit grand-mère Hélène fermement. Tu n'es pas responsable de leur choix, mais nous voulons que tu saches que tu es toujours la bienvenue ici. Tu es notre petite fille et cela signifie quelque chose pour nous, même si cela ne signifie pas grand-chose pour ton père. Sur le chemin du retour, l'oncle Richard est plus silencieux que d'habitude. Finalement, il parle. Ils t'ont demandé de tes nouvelles pendant des années. Je leur ai envoyé des photos d'école et des bulletins scolaires parce que je savais que tes parents ne le feraient pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais que tu les rencontres quand tu serais prête, pas parce que tu te sentais obligée. Il y a une différence entre une famille qui exige ton attention et une famille qui la gagne. La dernière année de lycée apporte des lettres d'acceptation à l'université et une décision qui surprend tout le monde, y compris moi-même. Je suis admise dans plusieurs universités prestigieuses, mais je choisis l'université d'État à 1 heure de l'oncle Richard. Assez près pour visiter régulièrement, assez loin pour établir mon indépendance. Tu es sûr, me demande-t-il lorsque je lui annonce ma décision. Tu pourrais aller n'importe où, Olivia. Harvard t'a accepté. Stanford aussi. Je suis sûr, lui dis-je. D'ailleurs, quelqu'un doit te surveiller. S'assurer que tu manges des légumes et que tu ne te contentes pas de plats chinois à emporter. La vérité est plus compliquée. Après avoir perdu Sarah, l'idée d'être à des milliers de kilomètres de la seule vraie famille qui me reste me semble impossible. L'oncle Richard prétend que c'est une question de commodité ou de coût, mais je peux voir le soulagement dans ses yeux. L'université est tout ce que j'espérais. Intellectuellement stimulant, socialement épanouissant et merveilleusement libéré des drames familiaux. Je me spécialise en commerce avec une mineure en psychologie. En partie parce que je suis sincèrement intéressé par ces deux matières et en partie parce que comprendre l'argent et les gens semble être une combinaison pratique pour naviguer dans la vie. Je rends visite à l'oncle Richard toutes les quelques semaines et notre relation s'approfondit d'une manière inattendue. Il n'essaie pas d'être mon père. Ce bateau a navigué il y a des années, mais il est quelque chose de mieux. Il est mon mentor, mon filet de sécurité et mon plus grand soutien, le tout en un. Tu sais, dit-il lors d'une de nos leçons de finance du samedi matin, qui ont continué même pendant mes études universitaires, je n'ai jamais pensé que je serais bon dans tout ce truc parental. Sarah était toujours celle qui était naturelle avec les enfants. Tu n'es pas mon parent, lui dis-je doucement. Tu es mon oncle, et tu es le meilleur oncle qu'on puisse demander. C'est vrai. L'oncle Richard n'a jamais essayé de remplacer mes parents ou de me les faire oublier. Il s'est simplement montré constamment jour après jour, année après année, jusqu'à ce que sa présence devienne une fondation sur laquelle je pouvais construire toute ma vie. Mes parents, quant à eux, sont devenus des personnages d'une histoire que j'entends parfois de seconde main. Le groupe de papa a connu un succès mineur en Europe. Ils ont fait la première partie de quelques grands groupes et ont enregistré un album qui s'est vendu modestement. Maman a décroché quelques petits rôles sporadiquement dans des films indépendants qui ont été présentés dans des festivals dont personne n'a entendu parler. Ils vivent leur rêve apparemment, bien que ce soit un rêve qui n'ait jamais inclus d'espace pour leur fille. Ils appellent pour mon anniversaire et Noël. Des conversations devenues de plus en plus tendues et superficielles au fil des ans. Nous parlons du temps, de mes notes, de leurs derniers projets. Nous ne parlons pas de pourquoi ils ne me rendent jamais visite, pourquoi ils ont manqué ma remise de diplôme du lycée, pourquoi chaque étape majeure de ma vie a été célébrée sans eux. Comment se passe l'université, demande maman lors de mon appel de Noël de ma 3e année. Bien. Je pense à la faculté. C'est merveilleux. Tu as toujours été si intelligente. Tu tiens ça de moi, tu sais. Vraiment? J'ai envie de demander. Parce que l'intelligence dont je suis la plus fière est celle que l'oncle Richard m'a enseignée. L'intelligence émotionnelle, la littératie financière, la sagesse de distinguer ce que les gens disent de ce qu'ils font. L'oncle Richard m'a aidé à faire des recherches sur les programmes, lui dis-je à la place. Une pause. C'est bien. Comment va Richard? Nous devrions vraiment l'appeler plus souvent. Devrions. Encore un mot qui ne signifie rien venant d'elle. Elle devrait l'appeler plus souvent, tout comme elle aurait dû être présente pendant mon enfance. Tout comme elle aurait dû privilégier sa fille sur sa carrière au moins occasionnellement. Il va bien, dis-je. En bonne santé, heureux, bien, bien. Eh bien, ton père te dit son amour. Il est en studio aujourd'hui pour travailler sur de nouveaux morceaux.
bien sûr qu'il l'est. Papa est toujours en studio ou sur scène ou en réunion ou n'importe où sauf ici à avoir cette conversation avec sa fille. Après avoir raccroché, je suis assise dans ma chambre universitaire, me sentant étrangement vide. Ces appels me dévastaient autrefois, mais maintenant ils me semblent juste des obligations que nous remplissons tous par habitude. Mes parents cochèrent et restaient en contact avec sa fille sur leur liste et je cochais a maintenu une relation avec ses parents sur la mienne et nous prétendons tous que cela signifie quelque chose, mais ce n'est pas le cas, plus maintenant. Je suis diplômé summa cum laude en commerce et décroche immédiatement un poste dans un cabinet de conseil en ville. Le travail est stimulant et bien rémunéré et je suis doué pour cela d'une manière qui semble à la fois naturelle et méritée. Mes collègues respectent mes compétences analytiques et mon éthique de travail. Mon patron laisse entendre des opportunités de promotion accélérées, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de construire quelque chose qui m'est entièrement propre. L'oncle Richard est incroyablement fier, bien qu'il essaie de le cacher derrière des préoccupations pratiques concernant mon contrat de location d'appartement et mes avantages d'assurance maladie. Nous dînons tous les dimanches, une tradition qui a commencé à l'université et qui se poursuit maintenant que je vis de manière indépendante. Ces dîners sont le point culminant de ma semaine. Non pas parce que ma vie est terne, mais parce que passer du temps avec l'oncle Richard donne l'impression de rentrer à la maison. Tu sais, dit-il un dimanche, pendant le dessert, quand j'ai 25 ans. Je pensais à mettre à jour mon testament. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Oncle Richard, tu n'as même pas 60 ans. Pourquoi penses-tu au testament? Parce que les gens intelligents planifient à l'avance. Et parce que je veux m'assurer que tout ce pourquoi j'ai travaillé aille aux bonnes personnes le moment venu. Il a toujours été pragmatique face à la mortalité, un trait que la mort de Sarah a renforcé plutôt que créé. Il a une excellente assurance maladie, un plan successoral complet et le genre d'approche méthodique de la planification de vie qui vient de la compréhension que demain n'est pas garanti. Je ne veux pas parler de ça, lui dis-je honnêtement. Je sais, mais il faut. Tu es la personne la plus importante de ma vie, Olivia. Tu es la fille que Sarah et moi n'avons jamais eue, et tu es le seul membre de la famille qui ait toujours été présent et fiable. Je veux que tu comprennes ce que cela signifie pour moi. Au cours des mois suivants, il m'implique dans des conversations sur la planification financière qui me semblent à la fois accablantes et nécessaires. Il explique sa stratégie d'investissement, ses objectifs philanthropiques, ses espoirs quant à la manière dont sa fortune pourrait être utilisée après sa disparition. Plus important encore, il explique son raisonnement. Tes parents ont fait leur choix il y a des années, dit-il sans détour. Ils ont choisi leur carrière plutôt que leurs responsabilités. Je respecte leur droit de faire ce choix, mais je n'ai pas à le récompenser. Et tes parents, grand-mère et grand-père? Ils sont financièrement en sécurité. J'ai déjà mis de côté des provisions pour leurs soins aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Mais l'essentiel de tout, la maison, les investissements, les participations commerciales, c'est pour toi, Olivia. Tu l'as mérité, Olivia. Non pas par lien de sang, mais en étant présente, en étant une famille quand la famille était nécessaire, en devenant le genre de personne à qui on peut confier des responsabilités. Je pense souvent à cette conversation au cours des années suivantes, à mesure que ma carrière progresse et que ma relation avec l'oncle Richard continue de s'approfondir. Il n'est pas seulement mon tuteur ou mon bienfaiteur. Il est mon modèle pour savoir comment vivre avec intégrité. Il me montre que la richesse ne consiste pas à accumuler mais à bien gérer. Que la famille n'est pas une question de génétique mais d'engagement. Que l'amour n'est pas une question de grands gestes mais de présence constante. Mes parents deviennent des figures de plus en plus distantes dans ma vie. Ils appellent moins fréquemment. Nos conversations raccourcissent et le fossé entre leur monde et le mien devient impossible à combler. Le groupe de papa connaît un succès modéré. Ils ne sont pas célèbres, mais ils gagnent leur vie en tournant dans de plus petites salles et en vendant des albums à une base de fans dévoués. Maman continue de travailler sporadiquement dans des films indépendants et du théâtre régional. Ils ne sont pas malheureux, d'après ce que je peux en juger, mais ils ne sont pas non plus intéressés par une vie qui inclut les complications de la parentalité, ce qui me convient. Honnêtement, j'ai bâti une vie qui ne nécessite ni leur approbation ni leur participation. J'ai un travail significatif, des amitiés solides, une relation amoureuse avec un homme merveilleux qui comprend que l'oncle Richard est non négociable dans ma vie. Je suis réussie, indépendante et heureuse d'une manière qui n'a rien à voir avec eux. Mais parfois, tard la nuit, je me demande encore ce que cela aurait été d'avoir des parents qui se sont battus pour rester dans ma vie plutôt que de se battre pour s'en échapper.
L'appel arrive à 3 heures du matin un mardi de novembre. Je cherche mon téléphone à tâtons, instantanément réveillé car les appels au milieu de la nuit n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Olivia, la voix est inconnue. Professionnelle, prudente, sympathique comme les professionnels de la santé sont formés à l'être. Ceci est le docteur Martinez de l'hôpital Saint-Maries. Vous êtes répertorié comme contact d'urgence pour Richard Harrison. L'oncle Richard, mon cœur s'arrête. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Je suis désolé, mais monsieur Harrison a subi une crise cardiaque massive à son domicile ce soir. Un voisin a entendu son chien aboyer et a appelé le 911, mais au moment où les ambulanciers sont arrivés. Je suis tellement désolé, il n'a pas survécu. Les mots tombent comme des coups physiques. Crise cardiaque massive. N'a pas survécu. L'oncle Richard est parti. Êtes-vous sûr, je demande bêtement, comme s'il pouvait y avoir une erreur, une confusion dans les dossiers des patients qui pourraient le ramener. J'en suis certain. Je suis très désolé pour votre perte. Nous aurons besoin que vous veniez quand vous serez prête pour discuter des arrangements et récupérer ses effets personnels. Je raccroche le téléphone et m'assieds dans mon appartement sombre, essayant de traiter une information qui me semble impossible à absorber. L'oncle Richard était en bonne santé. Il faisait régulièrement de l'exercice, mangeait bien, faisait des bilans de santé réguliers. Il était censé être là pendant des décennies encore, me conduisant à l'hôtel à mon mariage, enseignant à mes enfants l'intérêt composé et la loyauté familiale, vieillissant avec grâce dans la maison qu'il partageait avec Sarah. Au lieu de cela, il est parti à 58 ans, et je suis seul d'une manière que je n'ai pas connue depuis que j'ai 12 ans. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'arrangements funéraires, de paperasse légale, et l'expérience étrange et surréaliste de démanteler une vie si soigneusement construite. L'avocat de l'oncle Richard, Monsieur Thompson, gère la plupart de la logistique avec une efficacité qui suggère que ce n'est pas la première fois qu'il accompagne quelqu'un à travers un deuil soudain. Votre oncle était très minutieux dans sa planification, me dit Monsieur Thompson alors que nous sommes assis dans son bureau, examinant les documents. Il a tout mis à jour régulièrement, et ses instructions sont extrêmement claires. La lecture du testament est prévue pour la semaine prochaine. Juste la famille proche et quelques legs spécifiques. Qui compte comme famille proche, je demande, bien que je sois presque sûr de déjà savoir. Vous, évidemment. Vos grands-parents. Le personnel de maison. Madame Garcia, la gouvernante, et Monsieur Chen, le jardinier. Ils reçoivent chacun des provisions spécifiques. Et vos parents? Mes parents, qui n'ont pas parlé à l'oncle Richard depuis plus d'1 an, qui ont manqué les funérailles de Sarah, qui n'ont montré aucun intérêt pour notre famille pendant la majeure partie d'une décennie. Vont-ils vraiment venir? L'avocat est tenu de notifier tous les bénéficiaires. Leur présence et leur choix. Je passe la semaine précédant la lecture du testament dans la maison de l'oncle Richard, passant en revue ses affaires et essayant de décider quoi garder, quoi donner, quoi ranger jusqu'à ce que je sois émotionnellement prête à y faire face. La maison semble énorme et vide sans sa présence. Mais elle me semble aussi une maison d'une manière que ma maison d'enfance n'a jamais été. Dans son bureau, je trouve un dossier étiqueté pour Olivia de son écriture soignée. À l'intérieur se trouvent des copies de chaque bulletin scolaire que j'ai jamais eu, chaque photo d'école, chaque prix d'accomplissement de l'école primaire à l'université. Il y a aussi des emails imprimés qu'il a envoyés à mes grands-parents au fil des ans, les informant de mes progrès et partageant des photos d'étapes que mes parents ont manquées. Tout au fond du dossier se trouve une lettre manuscrite qui m'est adressée. Ma chère Olivia, commence-t-elle. Si tu lis ceci, alors je suis parti et tu te sens probablement perdu et seul. Sache que t'élever, et oui, c'est ce que nous avons fait, même si nous ne l'avons jamais officialisé, a été le plus grand privilège de ma vie. Tu as pris une situation brisée et l'as transformée en quelque chose de beau. Tu as aimé Sarah à travers sa maladie avec une maturité qui m'a humilié. Tu as apporté de la joie et un but à nos vies quand nous pensions que nous étions trop vieux pour recommencer avec une famille. La lettre continue sur 3 pages, pleine de conseils, d'expressions d'amour et d'instructions spécifiques sur la façon dont il espère que son héritage sera utilisé. Mais la partie qui me reste est plus simple. Tu n'es pas seul, et tu ne le seras jamais tant que tu te souviendras de ce que signifie une vraie famille. Les funérailles ont lieu un matin de décembre gris, qui semble approprié pour dire au revoir au meilleur homme que j'ai jamais connu. L'église est bondée. L'oncle Richard avait plus d'amis et de collègues que je ne l'avais imaginé.
des gens dont il a touché la vie par sa générosité discrète et sa présence constante. Mes grands-parents sont là, l'air fragile mais déterminé. Madame Garcia et Monsieur Chen sont assis au premier rang avec moi, les larmes coulant sur leur visage. Mes parents ne viennent pas. Je ne suis pas surprise, mais je suis déçue d'une manière qui me surprend. Même maintenant, même après tout, une partie de moi espérait qu'ils se présenteraient pour honorer l'homme qui a élevé leur fille abandonnée, mais ils ne le font pas. Et pour la première fois, leur absence me semble un cadeau plutôt qu'une blessure. Je n'ai pas à gérer leur drame, leur culpabilité ou leur tentative de faire de ce moment un moment pour eux. Je peux simplement faire mon deuil de l'oncle Richard, entouré de personnes qui l'aimaient réellement. La lecture du testament est prévue le lundi suivant au bureau de Monsieur Thompson. J'arrive en avance, vêtu du costume noir que l'oncle Richard m'a acheté pour mes entretiens d'embauche, me sentant nerveuse d'une manière qui me surprend. Je sais que je suis dans le testament. L'oncle Richard et moi en avons longuement discuté. Mais il y a quelque chose de formel et de définitif dans ce processus qui rend tout réel d'une nouvelle manière. Madame Garcia et Monsieur Chen sont déjà là quand j'arrive, tout de mal à l'aise dans leurs vêtements de cérémonie, mais touchés d'être inclus. Mes grands-parents arrivent quelques minutes plus tard, se déplaçant lentement mais avec détermination. Grand-mère Hélène me serre la main en s'asseyant à côté de moi. « Il t'aimait tellement, ma chérie, murmure-t-elle. Plus que tu ne le sais probablement. » Monsieur Thompson arrange les papiers sur son bureau et vérifie sa montre. « Nous attendons toujours un autre bénéficiaire, dit-il diplomatiquement. Mon cœur se serre quand je réalise de qui il parle. D'une manière ou d'une autre, malgré tout, mes parents viennent à cela. Après avoir manqué les funérailles, après des années de silence, ils vont se présenter pour la distribution d'argent. L'ironie est si amère que je peux presque la goûter. Effectivement, à 14 heures pile, la porte s'ouvre et mes parents entrent. Je ne les ai pas vus en personne depuis plus de 3 ans, et le choc de leur présence physique me frappe plus fort que prévu. Maman a l'air plus âgée, plus mince, avec le genre d'améliorations artificielles qui suggèrent qu'elle continue de courir après des rôles destinés à des femmes plus jeunes. Papa a les cheveux gris et s'est épaissi au milieu, et ses vêtements sont chers d'une manière qui crie et c'est trop fort. Il ne me regarde pas en entrant. Maman hoche brièvement la tête à mes grands-parents et s'assied de l'autre côté de la pièce. Papa fixe droit devant lui, la mâchoire serrée dans l'expression têtue dont je me souviens de mon enfance chaque fois qu'il était obligé de faire face à des obligations familiales. La gêne dans la pièce est suffocante. Ces personnes qui partagent mon ADN sont de véritables inconnus et leur présence à la lecture du testament de l'oncle Richard me semble une violation de quelque chose de sacré. Monsieur Thompson s'éclaircit la gorge et commence à lire. Les legs sont exactement ce que l'oncle Richard et moi avons discuté. Madame Garcia reçoit la maison d'amis sur la propriété, plus un important règlement en espèces, suffisant pour prendre une retraite confortable. Monsieur Chen obtient le cotage de jardin et sa propre provision financière. Mes grands-parents reçoivent des fonds fiduciaires améliorés pour assurer leurs soins à vie. À ma chère nièce, Olivia, continue Monsieur Thompson, qui est devenue la fille que je n'ai jamais eue et la personne la plus remarquable que j'ai jamais connue. Je lui laisse le reste de ma succession. Cela comprend la maison familiale, tous les comptes d'investissement, la collection d'art, la collection de voitures anciennes et tous les autres actifs non spécifiés autrement. La valeur totale de ce legs est d'environ 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Même en sachant que cela allait arriver, entendre le chiffre prononcé à voix haute me coupe le souffle. J'ai 27 ans et l'oncle Richard vient de me rendre financièrement indépendante pour la vie. Mais avant que je ne puisse pleinement traiter cette information, ma mère se lève brusquement. Je suis désolée, dit-elle, sa voix acérée et incrédule. Mais cela ne peut pas être juste. Richard était le frère de mon mari. Je suis aussi de la famille. Où est mon héritage? Le droit qu'elle s'arroge dans sa voix est stupéfiant. Elle a abandonné sa propre fille, ignoré son beau-frère pendant des années, manqué ses funérailles, et maintenant elle réclame de l'argent. Monsieur Thompson consulte calmement ses papiers. Madame Harrison, vous et votre mari n'êtes pas nommés bénéficiaires dans ce testament. C'est impossible, dit papa, parlant pour la première fois. Nous sommes sa seule famille en dehors d'Olivia. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, répond Monsieur Thompson. Monsieur Harrison a été très précis sur ses intentions. Il a laissé des instructions détaillées expliquant ses décisions. Le visage de maman devient rouge. C'est ridicule.
J'exige au moins la moitié de ce qu'elle reçoit, dit-elle, me montrant du doigt comme si j'étais une étrangère plutôt que sa fille. Nous sommes son frère et sa belle-sœur. Nous avons des droits légaux. Droits légaux. Après 15 ans d'abandon et de négligence, elle pense avoir des droits légaux sur l'argent de l'oncle Richard. Je me lève lentement, me sentant plus calme que je n'ai le droit de l'être. C'est le moment pour lequel je me préparais inconsciemment toute ma vie d'adulte. En fait, maman, dis-je, et ma voix sort stable et claire. Vous n'avez aucun droit légal sur la succession de l'oncle Richard. Mais s'il vous plaît, expliquez à tout le monde ici pourquoi vous pensez mériter la moitié de son argent. Elle a l'air surprise que je lui parle directement, comme si elle s'attendait à ce que je reste assise tranquillement pendant qu'elle réclamait mon héritage. Je suis de la famille, Olivia. De la famille de sang. Cela doit compter pour quelque chose. Vous avez raison. Cela compte pour quelque chose. Laissez-moi vous dire exactement ce que cela a compté pour l'oncle Richard. Je me tourne pour m'adresser à la pièce, y compris à mes grands-parents qui regardent cette scène avec un dégoût non dissimulé. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas toute l'histoire, mes parents m'ont largué sur le pas de la porte de l'oncle Richard quand j'avais 12 ans parce que j'interférais avec leur mariage et leurs carrières artistiques en Europe. Le visage de maman pâlit. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous traversions une période difficile. Vous m'avez laissé avec des gens que vous connaissiez à peine, je continue, pour ce que vous disiez être quelques mois. C'était il y a 15 ans. Pendant ce temps, vous avez manqué mon 13e anniversaire après avoir promis d'être là. Vous avez manqué ma remise de diplôme du lycée. Vous avez manqué les funérailles de Sarah. Vous avez manqué les funérailles de l'oncle Richard, mais vous n'avez certainement pas manqué cette lecture de testament, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce est assourdissant. Madame Garcia regarde mes parents avec une horreur non dissimulée. Mes grands-parents ont l'air de vouloir disparaître dans leur chaise à cause de l'embarras. Nous bâtissions nos carrières, dit papa faiblement. Nous pensions que Richard et Sarah pouvaient apporter de la stabilité. Ils pouvaient, et ils l'ont fait. Ils m'ont donné tout ce que vous n'avez jamais pris la peine de faire. L'amour, l'attention, les conseils, et oui, la sécurité financière. L'oncle Richard m'a appris l'argent, la famille, ce à quoi ressemble un véritable engagement. Voulez-vous savoir ce qu'il m'a appris d'autre? Je me dirige vers le bureau de Monsieur Thompson et prends un dossier que j'ai apporté avec moi. Il m'a appris à conserver des dossiers. Donc, j'ai la documentation de chaque appel téléphonique, de chaque anniversaire manqué, de chaque promesse brisée. J'ai une chronologie de votre abandon complet de vos responsabilités parentales. J'ouvre le dossier et sors une feuille de calcul imprimée. Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis que vous m'avez laissé ici, vous m'avez appelé en moyenne 3,2 fois par an. La conversation la plus longue que nous ayons eue a duré 12 minutes. La plus courte 45 secondes. C'était l'appel où vous m'avez souhaité un joyeux anniversaire avec 2 semaines de retard parce que vous aviez oublié la date exacte. Maman pleure maintenant. Mais ce sont des larmes de colère, pas de remords. Tu ne peux pas simplement nous punir pour toujours d'avoir essayé de construire une vie. Je ne vous punis pas, l'interrompis-je. Je ne vous récompense tout simplement pas. Il y a une différence. Je me tourne pour faire face à la pièce. L'oncle Richard a dépensé son argent pour mon éducation, ma santé, mon bien-être émotionnel. Il a investi en moi quand vous êtes parti. Il a gagné le droit de décider où vont ses actifs, et il a choisi de les laisser à quelqu'un qui a réellement fonctionné comme une famille. Mais tu reçois 12 millions de dollars, crie maman. Tu peux sûrement en épargner un peu pour les personnes qui t'ont donné la vie. Et voilà, le droit qu'elle s'arroge, mis à nu. Elle veut du crédit pour m'avoir donné naissance tout en n'assumant aucune responsabilité pour m'élever. Je la regarde longuement. Cette femme qui partage mon ADN, mais rien d'autre de significatif. Tu sais ce qui est drôle? L'oncle Richard vous a en fait laissé quelque chose. Monsieur Thompson a l'air confus, fouillant dans ses papiers. Je ne vois aucune disposition pour. Pas en argent. Je précise. Il vous a laissé la connaissance que votre fille est devenue une bonne personne malgré votre échec complet en tant que parent. Il vous a laissé la connaissance que d'autres personnes ont pris le relais pour faire le travail que vous avez abandonné. Et surtout, il vous a laissé la connaissance que les actions ont des conséquences. Je rassemble mes papiers et me lève. Si vous voulez contester ce testament, vous êtes libre d'essayer.
Mais je pense que vous constaterez que 15 ans d'abandon documenté ne constitue pas un motif de demande d'héritage. Maman sanglote maintenant ouvertement. Olivia, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Non, dis-je simplement. L'oncle Richard m'aimait. Sarah m'aimait. Vous étiez simplement des personnes qui ont eu la chance de me donner naissance et qui ont ensuite décidé que la parentalité était trop gênante pour votre style de vie. Je me dirige vers la porte, puis m'arrête et me retourne. Oh, et puisque vous êtes si préoccupé par l'argent, l'oncle Richard a également laissé des instructions détaillées concernant ses dons caritatifs. Chaque année, le jour de mon anniversaire, j'ai pour instruction de donner une somme importante à des organisations qui soutiennent les enfants en famille d'accueil et les arrangements de parenté. Des enfants dont les parents les abandonnent, tout comme vous m'avez abandonné. La dernière chose que je vois avant de sortir est le visage de ma mère, comprenant enfin qu'il n'y aura pas de réconciliation, pas de manne financière, pas de fin heureuse à l'histoire de ces terribles choix. Dehors, dans le couloir, mes grands-parents me rattrapent. Grand-mère Hélène me serre dans une étreinte féroce. C'était magnifique, ma chérie, murmure-t-elle. Richard aurait été si fier. Et vous savez quoi? Je pense qu'il l'aurait été. Non pas parce que j'ai été cruel envers mes parents, mais parce que j'ai finalement compris ce qu'il a essayé de m'enseigner toutes ces années. Que la famille est une question d'engagement, pas de génétique. Que l'amour est une question de présence, pas de promesse. Et que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de refuser d'encourager des gens qui n'ont jamais appris la différence. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires sur la famille, l'héritage et le fait de se défendre lorsque les personnes censées vous aimer le plus essaient de profiter de votre succès. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre malgré tout ce qu'ils vous ont fait subir.